Bonjour à tous, Parlons Placement, l'émission de retour de vacances pour faire un point justement sur l'actualité du patrimoine. Une émission en direct sur la page Facebook de bienprévoir.fr. Une émission dans laquelle nous allons évoquer trois parties. Une première partie consacrée au marché. On va faire un petit point avec Jonathan Lévy sur cet été indien qui se prolonge sur les marchés financiers. Deuxième séquence avec Vincent Kutkovitz qui nous parlera des trois informations qu'il ne fallait pas rater durant cette période estivale. Et puis, dernière partie, on aura le plaisir de recevoir Philippe Parguet qui travaille chez Norcia et qui viendra nous parler d'innovation en matière de placement garanti en capital. En ces périodes de taux bas, c'est toujours intéressant de voir ce qui se crée en la matière. On commence tout de suite par un petit tour d'horizon des places financières. Jonathan Lévy, bonjour. Bonjour Thomas. J'espère que l'été fut bon. Très bon. En tout cas, il se prolonge dans le point de vue météorologique tout d'abord, et puis plus ou moins sur les marchés, même si on a eu quelques séquences un petit peu agitées ces dernières séances, mais globalement, on a un été indien encore. Oui, en tout cas, on a eu un été qui est bien meilleur que ce qu'on pouvait attendre, ce qu'on nous avait annoncé. Ouais. On s'était quitté sur le Brexit et sur la crise immobilière qui en avait découlé, donc c'était pas gagné que l'été soit bon. Et l'été a été... le Brexit, c'est plus un sujet. En tout cas, ils ont trouvé une façon intelligente en fait de le décaler. Mmh. L'argument clé, c'est qu'il y a des élections importantes en France et en Allemagne en 2017, jusqu'en fin 2017. Et donc peut-être d'autres décideurs, on négociera avec d'autres Voilà, on attend avant d'enclencher le Brexit, le fameux article 50. C'est une façon de botter en touche. On a mis un peu la poussière sous le tapis. Hein. On recule pour mieux sauter. Bon, en tout cas, c'est plus un problème pour les marchés à Mais court terme. Actuellement, c'est plus un problème pour les marchés. Aux États-Unis. Aux États-Unis, on avait aussi des craintes sur un éventuel ralentissement de la croissance économique, hein, déjà depuis le quatrième trimestre de 2015 et puis le premier semestre de cette année. Ouais. Cet été, on a eu quand même des bons chiffres, des fondamentaux économiques qui ont rassuré les marchés. Alors, c'est important et intéressant de noter qu'on n'a pas une croissance forte, mais on a une croissance modérée. Mais du coup, on s'attend à un cycle beaucoup plus durable. Donc, le cycle de croissance, il n'est pas exceptionnel par sa vigueur, par son ampleur, mais il est exceptionnel ça réagissait beaucoup plus violemment par sa durée, en fait. On a un cycle qui va durer, ça fait déjà 8-9 ans qu'on a une croissance économique positive aux États-Unis. On n'a jamais eu une croissance aussi longue. Et ça peut durer encore. Bon, et puis pour finir ce tour d'horizon, il y a les marchés émergents aussi à prendre en compte. Et les marchés émergents qui avaient, surtout au premier trimestre, un peu moins au deuxième, avaient beaucoup inquiété parce qu'il y avait à la fois la chute des matières pétrolières, la chute des devises locales face au dollar. C'était un cocktail qui était explosif pour les marchés émergents. Là, on est un peu revenu là-dessus. Le pétrole est bien remonté par rapport plus bas. On est proche des $50. C'est favorable pour l'ensemble des pays émergents. Et donc, c'est ce qui explique toutes ces craintes plus ou moins dissipées, en tout cas moins vivaces qu'avant de partir en vacances, que l'été boursier s'est plutôt bien passé. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a sur la feuille de route, là, sur le programme des mois à venir? Alors là, la question essentielle, c'est que va faire la Fed, la BCE cette question presque également. Chaque mois. On l'a chaque mois. On ne sait toujours pas, en fait. Ça fait effectivement... C'est dingue, ça. Ça fait un an qu'on... Pourquoi est-ce qu'ils entretiennent ce flou à ce point? Ils ne savent pas eux-mêmes? Moi, je crois qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est la première fois, en fait, où il y a un tel désaccord entre les membres du comité de politique monétaire de la Fed. Donc ils ne savent pas, il y a deux écoles. Avant on disait qu'il y avait les faucons et les colombes, maintenant il y a les bad cops et les good cops. Il y a ceux qui sont pour la hausse des taux, ceux qui sont pour le maintien des taux bas, pour booster la croissance. Les good cops Oui, bien sûr. Les bad cops, on les voit agir dès septembre en fait. Oui, ils voudraient agir très vite parce qu'ils disent on a pris du retard. Ils ont peur parce que l'inflation repart aux États-Unis, la croissance, l'emploi, les salaires sont repartis assez fort. Maintenant, toutes les tranches sont touchées par la hausse des salaires et ça peut provoquer un retour de l'inflation. Ils ont peur d'une hyperinflation. Bon. Même si on en semble loin pour l'instant, mais en effet, c'est une crainte. Et puis l'autre problématique qu'a la Fed, c'est qu'il y a les élections américaines, les élections présidentielles qui arrivent et qui toujours brouillent un peu les cartes. Oui, puis on l'a vu encore récemment avec ce qui s'est passé. Avec le malaise d'Hillary Clinton. Le malaise d'Hillary, c'est très compliqué pour la Fed. La prochaine réunion donc, est la semaine prochaine, le 21-22 septembre.
Ensuite, c'est mois de novembre. Mois de novembre, c'est l'élection présidentielle. Il est peu probable qu'ils veulent toucher la politique lors des élections. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Septembre, bad cop, décembre, good cop. Voilà, c'est un peu ça le scénario. Vous avez un pronostic? Je pense qu'ils vont attendre. Mais la question suivante, au-delà de septembre ou décembre, c'est surtout qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Est-ce qu'on est sur un scénario, quel chemin de taux? Est-ce que c'est un chemin de hausse rapide des taux vers 2%, 2,5% ou est-ce qu'on va refaire comme en 2016, uniquement une petite hausse des taux en décembre 2017 de 0,25? Si on suit votre raisonnement qu'on a changé de cycle économique, qu'on est dans une croissance peut-être durable mais à pente douce, on peut imaginer qu'il y ait une courbe des taux qui soit identique. On peut imaginer effectivement qu'il y ait une courbe des taux qui soit un peu plus vive, un peu plus élevée que celle actuelle. Actuellement, les marchés n'anticipent pas du tout ou très peu de hausse des taux. Ils sont peut-être un petit peu... ils sous-estiment en fait la hausse des taux là. Bon, une question plus proche de nous, la BCE, elle a un peu les... Pas le même contexte, mais les mêmes interrogations sur le quantitative easing cette fois. Oui, parce que bon, là, il n'est pas du tout de question de hausse des taux, mais est-ce qu'on va prolonger le quantitative easing? Est-ce qu'on va modifier le quantitative easing? Que faire après mars de 2017, qui est pour l'instant la fin du quantitative easing? On a le sentiment qu'ils sont arrivés un peu au bout quand même, de ce qu'ils pouvaient faire. Ils sont un peu quand même... c'est un médicament qui est extrêmement puissant, parce que ça a quand même permis de faire remonter les encours de crédit. C'était le but. Les banques prêtent de nouveau à l'économie réelle, on le voit dans les chiffres, dans toute la zone euro et en France aussi. Donc ça, c'est positif. Maintenant, il y a des effets secondaires, comme dans beaucoup de médicaments puissants. Les effets secondaires, c'est la baisse des taux, donc c'est un caractère aussi un peu déflationniste en soi. C'est défavorable pour les banques, et donc c'est défavorable aussi pour l'économie. Et pour les assurances. Et pour les compagnies d'assurance. On va en reparler après avec Vincent et Philippe. Avec des conséquences sur aussi l'échange, l'euro-dollar. Oui, voilà, et ça aussi c'est un élément important quand même. Si vous investissez dans des entreprises qui sont sur différentes places économiques, monétaires, c'est pas neutre d'avoir un euro un dollar à 1 euro ou un dollar à 1,20. Donc c'est une question qui est essentielle pour les marchés. Bon, je vous rappelle qu'on est en direct sur la page Facebook de bienprévoir.fr. Vous pouvez nous poser vos questions tout au long de l'émission. C'est pour ça qu'on est en direct. On arrive donc à la conclusion de cette première séquence sur les marchés financiers. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme perspective ? Alors, je pense qu'en fait, on a quand même une perspective où on va un peu stabiliser les politiques monétaires accommodantes, en tout cas du côté de la BCE. On va être moins généreux. On va être moins généreux. On n'en fera pas plus, en tout cas, comme on a pu le craindre à un moment donné. Et ça va être favorable, le cycle de hausse des taux, qui est juste au début. Il n'y aura pas une forte hausse des taux en Europe ou dans la zone euro, mais ça va être favorable, et notamment pour les banques en fait. Les banques sont extrêmement sous-valorisées par rapport à d'autres secteurs, par rapport aux valeurs cycliques, par rapport aux valeurs de croissance. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait une convergence, il y a un rattrapage? C'est ce début de hausse des taux. On a commencé à le voir d'ailleurs, le Bund, le taux à 10 ans allemand, est devenu positif. Passé en territoire positif, c'est très symbolique. Pas arrivé depuis un moment. Et en effet, c'est peut-être le signe d'un frémissement. Et donc ça, au-delà des banques, ça pourrait avoir un impact sur les marchés financiers européens? Oui, ça pourrait en avoir un impact parce que, sans rentrer dans les différents mécanismes, on pense qu'il pourrait y avoir maintenant, dans un scénario avec plus d'inflation, ça devrait être favorable pour les marges des entreprises pour répercuter la hausse des coûts dans les prix et donc avoir des meilleurs résultats. On peut anticiper de meilleurs résultats en 2017. Bon, et donc signe que l'économie aussi est un peu plus robuste qu'on pourrait le craindre. Oui, tout à fait, oui. C'est ce qu'il faut espérer. Merci Jonathan de nous avoir présenté ce petit bilan financier retour de vacances. Et puis on se retrouve dans un mois pour voir comment tout cela évolue. Merci beaucoup. Avec plaisir. À notre seconde partie et on retrouve Vincent Kutkowitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Vincent Kutkowitz, cofondateur de bienprévoir.fr. On est heureux de vous retrouver cette mi-septembre. On va faire un petit focus ensemble sur les news qu'il ne fallait pas rater durant l'été. Et c'est vrai qu'il s'est passé des choses. On va commencer avec la première d'entre elles, la baisse du PEL, le plan épargne logement, 1%, et le rendement aussi d'autres placements réglementés. Oui, tout à fait. Les taux continuent à baisser. Le PEL à 1% en réalité devrait être plus bas, mais il est soutenu à 1%, comme le livret A d'ailleurs. Ouais. Le PEL devrait être à 0,25 si on appliquait la formule normale. Donc il est artificiellement gonflé. Il est gonflé à 1%, mais en tout cas, le sujet, c'est que ça démontre que les taux continuent à baisser.
Et ce qui est plus spectaculaire, c'est que malgré cette baisse des taux, les encours des Français sur les placements qui ne rapportent rien continuent de grossir. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises dans cette émission, mais là on a 800 milliards. Ce peuple de paysans qui met l'argent sous son matelas parce qui n'a pas envie d'épargner. On ne peut pas prendre de risques en plus. On a le sentiment qu'en fait les gens ont vraiment du mal à trouver du sens à leur épargne. Parce qu'ils ont le sentiment qu'aujourd'hui, ça demande beaucoup d'efforts pour obtenir du rendement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens comme nous, on est là pour chasser des opportunités. Mais c'est un peu le sentiment, je pense, qui irrigue l'ensemble de la société. Donc, voilà, la conséquence, c'est impossibilité de préparer correctement sa retraite. D'ailleurs, une étude est sortie ces derniers temps qui indique que les Français auront un déficit de revenus. 12 000 € par an, cotisation, c'est ça, les Français sont les plus mal classés en Europe. Ils ont un déficit de revenus au moment de leur retraite. Et pourtant, c'est justement souvent parce qu'ils ont peur de l'avenir qu'ils épargnent, notamment en anticipant des retraites assez faibles. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Aujourd'hui, c'est un cercle vicieux. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec la précédente partie, c'est peut-être un élément de plus qui prouve que la politique de taux bas doit cesser à un moment. Bon, vous nous avez apporté ces graphiques qu'on va découvrir ensemble. Donc ça, c'était le fait numéro 1. Un PEL qui tombe à 1%, on va anticiper maintenant le numéro 2, les loyers de bureaux à Paris qui repartent à la hausse. Là, c'est un peu plus motivant et c'est même plutôt une très très bonne nouvelle. On sait que depuis le début de l'année 2015, l'année 2014 ont été des records d'accumulation d'épargne sur tout ce qui est produit dit pierre-papier, les SCPI. On en a beaucoup parlé à la saison précédente. Mais lorsqu'on en parlait précédemment, lorsqu'on faisait venir ici des gérants notamment, il y avait des questions sur l'afflux de capitaux, l'excès de capitaux éventuellement qui pouvait arriver sur ce genre de placement. Avait-il une bulle? Et l'inquiétude était notamment liée au fait qu'on entendait que les locataires avaient le pouvoir. Aujourd'hui, on est peut-être en train d'arriver à un point d'inflexion. Les locataires sont en train de perdre le pouvoir, ce sont les propriétaires qui reprennent le pouvoir. Sur quoi je m'appuie pour dire ça? Ça reste relatif, ça reste sur une zone particulière. Donc il s'agit du Paris, quartier central des affaires, mais également de la Défense. Au premier semestre 2016, les loyers ont augmenté, alors que jusqu'à présent, les loyers baissaient. Alors qu'à la Défense, on disait qu'il y avait beaucoup de mètres carrés libres. Voilà, exactement. Donc c'est peut-être lié au fait qu'il y a eu certaines transactions de très grande envergure, donc c'est pour ça qu'on va rester très prudent. Mais lorsqu'on élargit ça au quartier central des affaires de Paris, donc là où sont d'ailleurs très souvent investis les SCPI les plus historiques, aux plus grosses capitalisations, là, les loyers sont en train de reprendre la hausse, donc le pouvoir de négociation est en train de basculer en faveur des propriétaires. Est-ce que c'est une conséquence de la politique des taux bas aussi qui a déclenché des achats, des investissements, et donc une raréfaction de l'offre? Et puis peut-être aussi le signe, et c'est ce qu'il faut espérer, que l'économie repartirait. Voilà. Le dynamisme. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'une des propositions qu'on faisait il y a quelques mois était de compléter son épargne immobilière par des SCPI de commerce. On est en direct sur la page Facebook de bienprévoir.fr. Je vous invite à nous interroger via Facebook, justement, la rubrique commentaires, pour poser vos questions à Vincent, Jonathan ou nos invités. Un troisième fait marquant durant cet été, alors, qui n'a pas forcément été vu par tout le monde, mais qui, par son importance, mérite qu'on s'y arrête en effet, c'est les gains des fonds euros qui vont pouvoir alimenter les fonds euro croissance. Exactement. Donc en fait, le 14 juillet, en pleine cérémonie de la fête nationale, est passé un décret qui a peut-être passé inaperçu pour certains. Voilà. Inaperçu, parce que le mettre le 14 juillet... C'est probablement une volonté. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de donner la faculté aux compagnies d'assurance vie de transférer partiellement les plus-values acquises sur les fonds en euros, donc la partie où est investie la plupart de l'épargne des Français en assurance vie. C'est à peu près 80% de l'assurance vie, des 1600 milliards qui sont investis en assurance vie, sont sur les fonds euros. La capacité de transférer ces plus-values acquises dans le passé sur un produit qui s'appelle les fonds euro croissance, qui a beaucoup de mal à démarrer parce qu'il a été lancé par le gouvernement suite au rapport de Karine Berger il y a quelques années, et qui avait pour vocation de dire qu'il faut que les Français épargnent sur des produits qui ont vocation à générer plus de revenus, à augmenter en clair sur le les rendement, actions. Voilà, en prenant plus de risques. Mais en fait, cette offre-là de placement a été lancée au plus mauvais moment.
et donc il y avait un vrai échec commercial. Et donc on a le sentiment que cette décision a été prise, d'une part, il y a deux raisons probablement. D'une part, c'est d'aider éventuellement les assureurs qui sont étranglés par ces taux bas actuels. Hein, on a rappelé le contexte avec Jonathan. Exactement. Et l'autre raison, c'est aussi parce qu'il y a une très forte pression des régulateurs aujourd'hui pour continuer à baisser le rendement des fonds en euros. Donc, pourquoi baisser encore les rendements des fonds en euros? C'est simplement pour, entre guillemets, tuer une poche. Un placement qui a vocation à disparaître, qui n'est plus en phase avec le comportement de l'économie actuelle, qui empêche en fait les Français d'aller sur des placements qui ont vocation à prendre plus de risques, mais aussi à apporter un rendement supplémentaire. Donc on sait qu'il y a depuis 2-3 ans une forte pression pour que les assureurs suivent les injonctions du régulateur, mais ce n'est pas toujours suivi d'effet. En fait, et donc ça, c'est un argument supplémentaire pour... La volonté est noble, financer l'économie réelle davantage, prendre plus de risques, parce que c'est finalement en investissant qu'on peut créer de la richesse et des emplois. Mais derrière, il y a quand même une façon de faire qui est un petit peu, c'est le moins qu'on puisse dire, suspecte. Oui. Qui ne provoque pas encore de tollé, parce que quelque part c'est un hold-up. On change les règles en cours de route d'un produit financier pour en faire autre chose. Ça envoie effectivement un très mauvais signal, je pense, aux épargnants qui peuvent avoir un doute en fait sur ce qui est fait avec leur argent. Mais ça sera intéressant de voir, première chose, qui va suivre le mouvement, puisque c'est facultatif, c'est pas obligatoire. C'est une possibilité. Il sera intéressant de voir quelles sont les compagnies qui vont le proposer. Ça sera, de ce fait-là, ça permettra à certains épargnants de faire un tri entre les compagnies qui suivent ce genre de mouvement et celles qui ne le suivent pas. Et d'autre part, probablement que ce sera très difficile commercialement à prendre comme décision. Donc, il n'est pas sûr que ce soit suivi d'effet, mais c'est en même temps une décision politique qui a tendance à ne pas créer de la sérénité dans le domaine de l'épargne, alors que pour que ce mouvement se fasse, il faut créer la sérénité. Encore une instabilité supplémentaire, en effet, qui n'est pas propice à la confiance dans les règles et donc finalement au business en général, parce que c'est quand même un des socles du business, la confiance. Oui, mais c'est justement, il y a des gens qui ont des réponses, et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie, qui permettent justement de contourner ces sujets-là. Après, c'est pour ça qu'il est important d'avoir, pour travailler en confiance, d'avoir une relation de proximité avec quelqu'un, un conseiller, qui lui a vocation à les trier, faire le tri dans les contrats, faire le tri dans les offres, et qui permettent d'éviter ce genre de désagrément. Et ben voilà, vous m'avez trouvé la transition. Justement, on va mettre un terme à ce suspense en appelant Philippe Parguet, qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut encore innover dans ce contexte de taux bas avec une réglementation qui évolue. Merci Vincent. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Philippe Parguet, bonjour. Bonsoir Thomas. Vous êtes responsable, directeur du développement chez Norcia. Un petit mot de Norcia pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, on est ce qu'on appelle une plateforme en assurance vie, c'est-à-dire qu'on est des concepteurs de produits financiers. On va aller chercher chez différents assureurs différentes solutions pour concevoir des produits financiers pour des conseillers en gestion de patrimoine comme bien prévoit. Vous faites forcément des mélanges où vous les concevez ou vous pouvez distribuer des produits qui existent déjà sur l'étagère? Alors, on peut distribuer des produits qui existent déjà sur l'étagère. En général, on aime bien mettre notre touche personnelle avec la gestion que l'on a par rapport à une société de gestion ou par rapport à une sensibilité forte. Sur le principe, on est plus des financiers que des assureurs, donc on cherche toujours à mettre notre ADN. Bon, alors justement, on va parler de cet ADN et de cette innovation que vous allez nous décrire, mais on va revenir un peu sur le contexte. On en a parlé avec Jonathan, les taux bas, avec Vincent, l'évolution de la réglementation. Dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut voir l'évolution des fonds euros dans les mois, les années qui viennent ? Alors, je vais dire un peu comme elle a été sur les dernières années. Depuis que les fonds euros existent, en général, sur l'historique récent, les taux baissent, la rentabilité baisse pour les clients. Je me souviens, il y a quelques années, tout le monde s'alarmait de descendre en dessous des rentabilités de 5. Aujourd'hui, on est sur une rentabilité moyenne à 2,2%. Avec pas d'inflation, il faut le rappeler. 2015, en réel, c'est quand même quelque chose, mais ça ne fait que descendre. Ça ne fait que descendre. Et aujourd'hui, cette année 2016... Je pense, tous les signaux sont là pour dire qu'il est possible qu'on descende en dessous des 2% en termes de rentabilité moyenne.
Et de manière assez logique, hein, puisque les fonds euros sont constitués majoritairement d'obligations. Aujourd'hui, le 10 ans français en séance aujourd'hui est à 0,18. Donc, en achetant des obligations qui rapportent 0,18, c'est difficile de servir du 2. Bon, c'est une équation en effet simple à comprendre. Alors, c'est pour ça que le fonds Eurocroissance, dont on parlait avec Vincent dans la partie précédente, a été un peu mis en orbite aussi. Alors, le fonds Eurocroissance, c'est bien qu'on aborde le sujet, puisque globalement, c'est une vraie fausse bonne idée. Dans l'idée du concept, le concept de l'eurocroissance, c'est de garantir le capital un peu plus tard, à horizon de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a plusieurs formules qui ont été... Pour retrouver une marge de manœuvre financière, une flexibilité qui permette de prendre davantage de risques. Tout à fait. Donc l'idée, c'est de dire, je ne garantis plus le capital au jour le jour, ce qui est le principe du fonds euro. Je ne le garantis que dans 10 ans, et comme ça, j'ai une latitude pour prendre un peu de risque et chercher un peu plus de performance. Pourquoi c'est une fausse bonne idée ? Le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, les obligations ne rapportent rien. Donc, pour garantir le capital dans 10 ans, il me faut 98 ou 99% d'obligations, puisque ça ne rapportera rien. Donc, il ne me reste plus qu'un petit pourcent ou 2 petits pourcents pour avoir le moteur de performance. Alors, vous parlez de moteur, hein, vous avez une image d'ailleurs qui est proche de l'automobile pour expliquer le concept. Alors, effectivement c'est une image que j'utilise souvent, qui en général parle plutôt bien. C'est en fait un fonds euro, ou du moins le fonds Eurocroissance, c'est une voiture avec un pare-choc et un moteur. Donc si les obligations sont sur des rentabilités qui sont basses, on a besoin d'un énorme pare-choc pour garantir le capital, et il ne reste plus de place pour le moteur, donc on a un tout petit moteur. Donc on se retrouve avec un véhicule qui n'avance pas bien. Alors c'est là où entre en ligne de compte votre ingénierie, votre savoir-faire et cette innovation que vous allez nous proposer. C'est un fonds d'un nouveau type, c'est une création ? Oui, tout à fait, oui. Alors, je vous laisse nous présenter ce fonds qui s'appelle Flexi Access, hein, c'est ça ? Oui, Flexi Access. Alors, il n'y a pas de nom générique encore pour cette typologie de produit. Il va falloir l'inventer aussi. L'idée est la suivante. Quand on a vu les eurocroissance arriver, l'idée était bonne, le contexte n'était pas bon. Le constat que nous avons fait, c'est de dire finalement, il reste de la rentabilité sur les fonds euros traditionnels. Cette rentabilité, elle est versée avec l'inertie des investissements qui ont été faits avant. Cette rentabilité est versée au fil de l'eau, au fil du temps, aux épargnants. C'est-à-dire que pour être clair, ce sont des fonds qui ont un historique et donc qui ont été souscrits avec des rendements plus élevés et qui bénéficient encore sur la durée de ces hauts rendements. Il y a un effet d'inertie. On peut imaginer un grand paquebot qui s'élance sur la mer. Il a dans son stock suffisamment de puissance ou suffisamment de poids pour continuer à avancer tout seul. Aujourd'hui, tous les investissements qui ont été faits avant rapportent un peu, donc utiliser ce reliquat de performance ou cette performance qui est encore existante dans les fonds euros pour essayer de chercher cette performance supplémentaire. Donc en fait, on prend l'historique de l'investissement pour chercher de la performance. Donc l'idée est la suivante, c'est de dire aux souscripteurs, je ne garantis plus de performance. Je garantis le capital, je vais le garantir à 4 ans, par exemple. Donc un délai plus court que les fonds Eurocroissance. 4 ans. Et 4 ans, c'est souvent des horizons qui sont plus parlants aux souscripteurs, ce soit des personnes physiques, vous et moi, ou aussi des personnes morales. Donc l'idée, c'est d'avoir un horizon de 4 ans, et on sait globalement ce que va rapporter le fonds euro sur les 4 prochaines années. Et ce qu'il va rapporter, je le garde et je l'utilise pour aller chercher de la performance sur une poche d'unité de compte à côté. Donc, un des avantages, c'est en effet d'avoir cette inertie, cette historique. C'est aussi d'être, du coup, un peu plus transparent, parce que l'autre difficulté des fonds Eurocroissance, c'est qu'on a du mal à évaluer la poche qui est dynamique de la poche euro. Oui, alors c'est sûr que sur le fonds Eurocroissance, et je ne vais surtout pas rentrer dans le détail de la constitution, mais c'est extrêmement complexe et on ne sait finalement pas, il n'y a pas beaucoup de transparence, je pense que c'est le terme. Est-ce que c'est réalloué au jour le jour ou au mois le mois Ça va être réalloué au jour le jour ou au mois le mois, l'allocation va être différente suivant les souscripteurs, on va avoir une performance qui va être délivrée, qui va être une performance moyenne de tous les souscripteurs, mais chaque souscripteur aura une performance différente en fonction de quand il est rentré et quel est surtout son horizon de gestion. Donc il va
il va pas y avoir beaucoup de lisibilité. Ce type de produit tel que nous l'avons voulu sur l'offre Flexi Access, c'est de dire le fonds, en l'occurrence Épargne 365 qui est géré par As Gestion, la performance elle est connue tous les jours, elle est affichée. Donc, et elle représente quelle partie de cette enveloppe globale? 30%. 30%. Ouais, 30%. Donc il y a 70% qui sont sur le fonds euro traditionnel, 30% qui sont sur la gestion de la gestion. L'ensemble est garanti par l'assureur qui est CNP. Et puis après, donc, et qui gère la partie des 70% également en euros. Tout à fait. Et donc, pour filer cette métaphore automobile, là, on se retrouve avec deux moteurs, pratiquement, on peut dire ça? On peut se retrouver... Ou avec un pare-choc 70% et un moteur 30%, comment est-ce que vous faites Alors, effectivement, pour le coup, je n'ai pas d'image, je vais en trouver une tout de suite. C'est effectivement, on se retrouve avec un véhicule avec un moteur plus important et surtout qui avance sur une route où tout le monde avance dans le même sens, donc il ne risque pas d'y avoir de choc. Donc, ça vient de démarrer, en fait, ce produit-là, tout à fait, nos amis de bienprévoir.fr aussi proposent à leurs clients. Il y a déjà un retour, un accueil, comment est-ce que les gens perçoivent une innovation dans des secteurs où finalement la prise de risque, c'était surtout l'effet garanti, le capital garanti et l'effet cliquet qui étaient les mamelles de la vente de ces produits? Alors, conceptuellement, on se rend compte que les Français, d'une manière générale, n'aiment pas le risque. En général. Après, aujourd'hui, on est dans une phase où le sans risque ne rapporte ou pas grand-chose. Donc on n'a pas le choix. Il faut apprendre ou s'éduquer, s'éduquer à prendre un peu plus de risques. Et quelque part, on a essayé de trouver le meilleur des deux mondes en disant, vous prenez un peu plus de risques, mais néanmoins, il y a toujours la garantie en capital. Donc le risque d'aller chercher de la performance ou de faire mieux qu'un fonds euro tout en conservant la garantie à 4 ans. Et alors je repose ma question, l'accueil, quel est-il? L'accueil est pour le coup très bon. D'accord. Très bon parce qu'on se rend compte que beaucoup d'assureurs aujourd'hui, en général, ne donnent plus accès à 100% sur le fonds euro à partir d'un certain montant. Qu'on est obligé d'avoir une diversification sur des unités de compte en gestion libre qui n'est pas forcément le choix immédiat du souscripteur. Et donc il y a une pédagogie à avoir par rapport à ça. Là, on livre une solution qui est de dire on part sur un 70-30, donc 70 fonds euros, 30% unité de compte, donc 30% risqué, tout en conservant la garantie en capital. Une question périphérique, comment est-ce qu'on innove en la matière? Comment est-ce que finalement on arrive à créer des nouveaux produits? Comment ça se passe concrètement dans vos labos, finalement, dans la R&D de Norcia? C'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas de règle en tant que telle. Il y a juste un constat qui est fait par rapport à une situation donnée et de savoir quelle est la variable qu'on peut bouger, qu'il est possible de bouger pour arriver à ce qu'on veut. Mais on se met autour d'une table en se disant tiens, il faut qu'on trouve une solution, ou c'est quelqu'un qui vient un matin en se disant tiens, pourquoi on ne ferait pas ça? Alors c'est plutôt, j'arrive le matin, je dis voilà, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai réfléchi à un truc et à votre avis, est-ce que c'est possible de le mettre en place ou pas? D'accord, et après on cherche à le mettre en place. Comme on est plusieurs, effectivement, avoir une culture différente, mais aussi surtout en commun une culture financière, ça nous permet d'avancer. Je donne un exemple, sur le fonds euro aujourd'hui, le constat, il est très simple. Je mets de côté la liquidité, mais les deux fondamentaux d'un fonds euro, c'est la garantie capitale et l'effet cliquet. Donc, la mécanique est la suivante, c'est de dire, si on veut avancer sur quelque chose d'autre, il faut soit abandonner la garantie de capital, soit abandonner l'effet cliquet et trouver une solution par rapport à ça. Il n'y a que deux paramètres finalement sur lesquels on peut jouer dans cette catégorie. Bon, voilà, sans doute d'autres innovations à terme. On sait que c'est sans limite. Et c'est votre métier. Tant mieux. Et c'est tant mieux parce que effectivement les contrats d'assurance vie avant n'avaient qu'un fonds euro. On a diversifié sur les unités de compte et maintenant on réinvente le fonds euro. Donc et la boucle est bouclée. Merci Philippe Parguet de nous avoir présenté cette innovation de placement en capital garanti. Je rappelle que vous êtes directeur de développement chez Norcia. Et puis on espère vous retrouver prochainement sur le plateau de Décideur TV pour Parlons Placement. Avec plaisir. Merci, à bientôt. Merci à vous tous de votre fidélité. Je vous rappelle que désormais vous pouvez suivre l'émission Parlons Placement en direct chaque mois sur la page Facebook de bienprévoir.fr. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions pendant l'émission ou bien en amont quand on annonce les thématiques qui seront traitées. Allez, bon mois.